Maître Moïse Toto, professeur Arnold Nyaluma, vous avez vu cet accord qui a été signé le 30 juillet entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Eh bien, un cessez-le-feu à condition, il y a des conditions qui ont été citées dans cet accord tel que publié par Luanda. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie, madame. J'ai lu l'accord, j'ai même lu la réaction de Dieu 23. Mais avant d'aller là, je voudrais quand même que comme communicateurs, nous puissions avoir une communication, je dirais, pacifique. On ne peut pas confondre le Rwanda et les Tutsis. Ceux qui sont au M23 aujourd'hui, Bertrand Bisimwa n'est pas Tutsi, Magloire Paloukou n'est pas Tutsi, et tant d'autres. Donc, c'est ça aussi qui nous cause du mal dans notre communication. C'est-à-dire, quand les Congolais s'expriment, ils ne sont pas capables de dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous dites que le 23 c'est un groupe ethnique, les autres vont s'arrêter là et du coup le débat ne sera plus possible. Donc nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques ou acteurs sociaux, nous devons faire la part des choses dans nos communications. C'est ainsi que nos populations seront instruites. De même, quand on prend la compétence de la Cour internationale de justice, pourquoi le Rwanda n'a pas été jugé? C'est tout simplement parce que le Rwanda n'a pas signé les statuts de la Cour internationale de justice. Ce n'est pas une question de dire que c'est parce qu'ils sont forts. Et quand vous diffusez comme ça des idées dans l'opinion, c'est ainsi que nous sommes faibles dans la diplomatie. Parce que nous n'avons pas un même langage. Parce que nous faisons parler le cœur au lieu de faire parler la raison. Ensuite, et là je dois être précis, lorsque nous voyons l'accord, c'est déplorable que pendant 30 ans, on nous tienne sur une fausse réalité. Puisque nous, en tant que Congolais, l'FDLR nous tue, comme l'armée rwandaise nous tue. Et donc, on ne doit pas considérer que les Congos gagnent dans l'un ou l'autre groupe. Et on a vu, on peut encore se poser la question aujourd'hui, lorsque l'FDLR était encore actif, ils exploitaient les minerais. Ces minerais étaient vendus où? Ils avaient les armes passaient par où? Donc, c'est une erreur de penser que nous avons ici une force hostile à celle qui est de l'autre côté de la frontière. Ce sont de mêmes acteurs avec la même logique et tous ramènent les coltans, la castérite aux Américains et à d'autres peuples. Mais est-ce qu'on a tort de signer un accord entre le Rwanda et la RDC? Si on revient effectivement en 1999, en demandant au Rwanda et à l'Ouganda, ça qui manque, l'Ouganda devrait être concerné, de s'engager avant l'engagement des groupes militaires, disons des rebelles qui soutenaient, c'était effectivement pour le mettre devant leurs responsabilités. Et aujourd'hui, on peut banaliser le succès dans la forme, et dans le mot, moi-même je déplore qu'on ait parlé d'FDLR, mais amener le Rwanda à s'engager au désengagement de troupes, c'est donner du contenu au rapport des experts des Nations Unies, qui ont constaté que dans ce qu'on appelle M23, il y a autant de militaires qui viennent du Rwanda. Mais ça, c'est... On n'a pas précisé quelles troupes. Oui. C'est cette précision-là, prof. Vous ne pensez pas que c'est fait à dessein? Ce sont des intellectuels, ce sont des gens aguerris qui étaient sur terrain à Luanda. Nous sommes en diplomatie. La première règle de la diplomatie, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, on signe un acte et chacun va le lire selon ses intérêts. Donc l'hypocrisie, c'est seulement du côté rwandais, mais du côté congolais, tout est clair, c'est bien précisé, hein, prof Arnold Nyaluma. Aussi clair du côté congolais non plus. Tout dépendra par la suite de rapport de force. Puisque qu'est-ce qu'on a appelé trêve humanitaire? C'était pour permettre aux militaires rwandais d'aller voter chez eux. Et on a vu, les États-Unis ont décidé et ça a marché. Donc tout est question de rapport de force et de la manière dont chaque parti va utiliser chaque mot, chaque phrase. Je veux rappeler, puisque peut-être l'histoire on l'oublie vite, nous sommes en 2004, dans cette ville de Bukavu. À cet endroit où nous sommes, l'armée congolaise avait fui, puisque Mutebusi et Laurent Kunda, appuyés par la MONUSCO, la MONUC à l'époque, avaient pris la ville. Mais comment ça s'est terminé? C'est un passage de Louis Michel à la télé pour dire demain matin, ils ne seront plus là. Moi, j'étais voisin à Muteusi.
sur l'avenir du gouverneur. Ces gardes du corps sont venus nous dire au revoir, ils sont partis. Et donc, si notre pays, avec cet accord, se fait respecter, c'est-à-dire qu'on parle le même langage, qu'on dise voici notre position, eh bien cela peut être un début. Le problème, comme je le dis souvent, c'est que parfois nous ne prenons pas trop au sérieux, je veux dire, la vie de nos concitoyens. Si chaque dirigeant sait que pendant ce cessez-le-feu, il y a des gens qui doivent quitter Butembo pour arriver à Goma, et donc doivent payer le visa dans leur propre pays, ils devraient se précipiter pour dire, puisqu'on a reconnu que c'est le Rwanda qui occupe, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle est la suite du processus. C'est malheureusement cet élément qui nous manque, et j'espère, puisqu'il faut communiquer positivement, que les autorités qui sont en train de nous suivre ont intérêt à accélérer, à profiter de ce petit espace, non pas pour cesser de combattre, mais pour affûter les armes. Puisqu'il y a un élément de la géopolitique qu'on peut négliger, Trump va être élu. Et Trump n'est pas belliqueux. Il n'y a pas encore eu élection, hein, prof Non, Arnaud Nialouma. Les Rwandais aujourd'hui, s'ils acceptent de se mettre sur la table, c'est parce qu'on entrevoit un changement géopolitique éventuel. Vous avez vu que même en Ukraine, ils commencent à dire je suis prêt à parler avec la Russie. Sachant que Trump, il va être élu, je le répète, et on n'a pas vu les républicains faire la guerre à l'Est. Et c'est là qu'on doit interpeller au-delà du gouvernement. Tous ceux qui ont l'argent de l'USAID, tous ceux qui sont financés par les Américains, ils peuvent voir chaque fois qu'on a eu sur place un gouvernement démocrate, il y a toujours des guerres à l'Est. Et les minerais vont toujours aux États-Unis. Et donc quand on nous renvoie des miettes, c'est sur le sang de nos confrères. C'est pourquoi je dis que le combat doit être global. Je le répète, nous avons des gens au gouvernement qui ne comprennent pas ce qui se passe à l'Est. Mais prof Arnold Nialouma, comment comprendre que des gens qui sont au gouvernement, avec le moyen de l'État, ne comprennent pas ce qui se passe à l'Est? Comment expliquer? Ce n'est pas un miracle. Vous savez que depuis 30 ans, la classe politique congolaise est au rabais. Ça, ce n'est pas un secret. Sinon, on ne serait pas en train de faire la guerre avec le Rwanda. Comment on peut être fier que c'est le Rwanda qui nous agresse en disant cette fois-ci c'est bien, ils ont reconnu. Disons donc qu'il est important qu'on puisse mettre au premier plan les hommes et les femmes qui comprennent, qui ont les soucis, qui sont gênés quand ça ne marche pas du côté de l'Est. Et pas de gens qui pensent que c'est un incident mineur comme une manifestation. Donc ils ne se sentent pas directement engagés. Il disait donc avec l'évolution de la donne politique, si nos autorités veulent vraiment s'engager, le temps s'y prête et on peut atteindre un résultat. Comment va-t-on atteindre les résultats avec cet accord qui vient d'être signé où on parle du désengagement? La République démocratique du Congo veut désengager les FDLR. Ça veut dire quoi? La République va se mettre à traquer les FDLR, et il n'y aura plus de morts. Expliquez-nous un peu, vous qui êtes professeur du droit, comment cela va-t-il se passer? Madame, je ne suis pas expert des FDLR, mais je vous dis, il faut lire l'accord dans sa dimension politique. Le fait qu'on amène pour une fois le Rwanda à la table des négociations, depuis Lusaka, depuis Sun City, on nous a toujours vendu la carte FDLR. Je vous dis, les FDLR, c'est parmi ceux qui ont tué les gens à Kanyoli. Si vous lisez le rapport mapping, ils sont au cœur, comme les autres acteurs de la tragédie congolaise. Mais, nous disons aujourd'hui, les rapports de force ne nous sont pas favorables. Vous l'avez constaté, à chaque guerre, c'est la rébellion qui récupère un espace. Et donc, si sur le plan politique, on peut profiter de cette petite ouverture et en tirer tout le bénéfice au regard du contexte géopolitique qui s'annonce, eh bien nous pouvons avancer. En faisant quoi concrètement? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo devrait faire? Madame, je dois vous l'expliquer encore dans quel langage. Je vous dis, la RDC a déjà obtenu que le Rwanda est signataire. Et pour moi, on ne devrait pas ensuite demander au M23 de signer, puisque les responsables du M23 sont en train d'être jugés. Et donc,
vous n'allez pas condamner quelqu'un à mort et se mettre à table avec lui, ce n'est pas logique. Et donc la RDC doit rester ferme et obtenir qu'effectivement, on considère que cet espace est géré par le Rwanda. Ce n'est pas la première fois. Quand les M23 se sont retirés il y a quelques années, où est-ce qu'ils sont partis, comment ils ont été gérés. Je vous ai parlé de l'affaire Laurent Kunda et Muteru Sisi. Il a suffi d'un coup d'œil de la diplomatie et ils sont partis. Et donc, après cet accord, la ministre doit aller d'où viennent ces rébellions, c'est-à-dire aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique et en France, et leur dire c'est assez. Mais ce n'est pas possible si nous-mêmes on ne le dit pas. Si la société civile, c'est-à-dire si tous les acteurs politiques ne montrent pas que ce n'est pas un problème politique, c'est d'abord un problème de crimes. Ceux qui sont là, ce n'est pas une revendication d'ordre politique, c'est de bandits qui sont là pour piller les ressources. C'est de cette manière-là qu'effectivement on pourra y mettre fin.